d'être venu nous écouter. Je voudrais commencer par citer une phrase de George Orwell, un écrivain britannique qui est l'auteur du fameux livre en 1984, qui dit « Qui contrôle le passé contrôle l'avenir, qui contrôle le présent contrôle le passé ». J'aime beaucoup cette phrase et ça a du sens pour nous, pour notre culture. Donc il faut toujours avoir cette phrase à l'esprit quand on fait l'histoire berbère. Le sujet d'aujourd'hui porte sur l'arrivée des Ottomans en Afrique du Nord. Au début, les Ottomans étaient plus des mercenaires quand ils sont arrivés. Ils n'étaient pas mandatés par la porte Siblim. La porte Siblim, c'était des mercenaires, souvent des chrétiens convertis d'ailleurs, les renégats, armés par les notables ottomans, qui sillonnaient la mer Méditerranée pour pirater. C'était comme dirait, dans le vocable italien, c'était des condottieri. Donc mon focus portera du coup sur les Kabyles. Pourquoi les Kabyles? Parce que jusque-là, j'ai travaillé sur les Berbères. Mais là, je vais parler des Kabyles. Et les Kabyles, d'ailleurs, le mot Kabyle lui-même, moi, il ne me convient pas trop, mais c'est le vocable qui est resté. Normalement, comme dit Salem Chaker, le véritable nom, c'est Igawawen ou Izwawen. Ces Kabyles, c'est une déformation française du mot Kabaïl, qui veut dire tribu, et comme vous le savez, et du coup, s'appeler Kabyle n'a aucun sens. Il y avait des tribus partout en Afrique du Nord, alors on pourrait aussi les appeler Kabyles. Donc, mais c'est le vocable qu'il a emporté au 19e et au 20e siècle, donc il a pris le sens et devint le nom par lequel les Kabyles de cette région sont désignés. On va faire avec. D'ailleurs, pourquoi je parle des Kabyles et non des Berbères, comme lors des dernières conférences? Parce que la Tunisie du XVIe siècle était déjà arabisée, totalement arabisée. Il y avait déjà très peu de Berbères, une petite communauté dans le sud. Le Maroc n'a pas connu les Ottomans, donc on n'en parle pas. Comment était l'Afrique du Nord, ou bien l'Afrique du centre, l'Afrique du Nord du centre, au début du XVIe siècle? On va essayer de préparer le terrain. Avant l'arrivée des Ottomans, en Afrique du Nord, en 1510, à Tunis, conduit par les deux frères, Harouj et Kherdin. Au Maghreb central, il y avait le royaume zéanide, dont la capitale était à Tlemcen, qui s'affaiblissait de querelles familiales et se fragmentait. La dynastie des Hafsides en Tunisie était sur le déclin. Les émirs installés à Oran et à Tunis luttent contre les souverains de Tlemcen qui voulaient les annexer. Les Espagnols, après la Reconquista, ont commencé à menacer l'Afrique du Nord. À l'est, Vgayet, Bougie et Constantine prirent leur autonomie, je ne parle pas d'indépendance encore, leur autonomie du pouvoir central de Tunis. Les petits ports forment des petites républiques. Alger, Annaba, Djidjeli, je dis Djidjeli parce que c'était un comptoir génois, Djidjeli d'Ilis. Sur les hauts plateaux et dans le sud, les confédérations tribales sont indépendantes. En Kabylie, les principautés ont commencé à se constituer. Bref, sur le plan économique, c'était la catastrophe, le commerce s'arrête, la vie urbaine recule et l'agriculture connaît une nette régression. C'est dans ce contexte que les Ottomans arrivèrent. Il y avait quelque chose à prendre, ben ils sont venus pour le prendre. Bref, les premiers corsaires ottomans débarquent en Tunisie, à la Goulette, pour ceux qui connaissent Tunis, au début du XVIe siècle. Un mot sur ces deux corsaires. Enfin, quand je dis corsaires, ils n'étaient pas seuls, ils étaient bien armés, il y avait plusieurs galiotes. Donc, les corsaires ottomans, ils sont nés, Kherdin et Harouj, ils sont nés à Lesbos, sur l'île de Lesbos. L'île de Lesbos, connue sous le nom aujourd'hui sous le nom de Mytilène, qui est une île grecque
qui fait face au sud de la Turquie actuelle. Donc, sur le sud de la Turquie, elle fait face. Bon, le roi Hafsid s'allia à eux, Hafsid en Tunisie, donc il s'allia à eux pour libérer les villes côtières comme Djeli, qui était entre les mains des Génois depuis plus d'un siècle et demi. Et Bgaïet, Bougie, qui venait d'être prise par les Espagnols en 1510. En Algérie, donc des émirs hafsides qui représentaient Tunis, à Bgaïet, à Bougie, prirent leur autonomie progressivement. Ainsi, à la fin du XVe siècle, ils étaient presque totalement autonomes, mais pas encore indépendants. Bgaïet, Bougie, est une ville majeure au XIIe siècle jusqu'à la fin du XVe siècle. Une place commerciale et scientifique et culturelle prospère sous les Hafsides. Le voyageur Léon l'Africain disait que sa population s'élevait à plusieurs dizaines de milliers d'habitants. En ce temps-là, donc à Bgaïet, à Bougie, les gens parlaient aussi bien la langue berbère, la Natamazir, et l'arabe algérien qui commençait sérieusement à prendre ses formes linguistiques qu'on lui connaît aujourd'hui. Cette population était constituée en majeure partie de lettrés et de commerçants, arabophones et berbérophones, des artisans andalous organisés en communautés cohérentes, habiles et dirigés par un shir appelé également Amzouar Eid Andalous. Le nom existe aujourd'hui en Kabylie, surtout du côté de Medjana, Eid Andalous. Enfin, il y avait des juifs autochtones, des juifs du pays, et puis des réfugiés qui arrivaient d'Espagne, ainsi qu'une colonie chrétienne. Les Espagnols, après la Reconquista, par Isabelle la catholique, commençaient à avoir des visées territoriales et installer des comptoirs en Afrique du Nord. Ils ont pris au Maroc Ceuta et Melilla et Oran, qui sont espagnols. Donc, Bgaïet, Bougie, va tomber entre les mains des Espagnols, comme je l'ai dit, en 1510. Les Espagnols vont, quelques années plus tard, prendre la position à Alger de ce qu'on appelle le pénal d'Al-Rel, le pénal d'Alger. C'est la position de Beni Mezrana. Avec la chute de Bgaïet, de Bougie, le pouvoir hafside se décompose. Donc le pouvoir hafside est en Tunisie, il se décompose. Un homme fort apparaît, il s'appelle Ahmed Aït el-Qadi, ou le Qadi. Moi, je vais l'appeler Ahmed Aït el-Qadi par convention. Donc, je vais donc utiliser Aït el-Qadi. Il était d'une lignée maraboutique et maraboutan. Il appartenait à une famille qui a toujours été au service du roi Hafsid à Bgaïet, à Bougie. C'est une famille de lettrés, aussi bien en arabe. Et les Aït el-Qadi sont originaires d'Aourir. Donc d'Aourir, Michli, ils sont à Daoulir, et ils ont installé plus tard, on verra que ils descendent de ce qu'on appelle l'Urobri. On discutera après. Dont l'ancêtre est Abou Abbas el-Robrini, qui aurait été un grand cadi des Hafsides de Bougie, et qui dit une grande connaissance de l'islam. Il faut signaler aussi qu'il y avait déjà en 1500 un sultan kabyle, pas totalement affranchi des Hafsides, un vassal qui s'appelait Abdelrahman Aït Abbas, qui régnait sur des vallées situées dans l'autre versant de la Soumane, à savoir vers ce qu'on appelle la Qala Aït Abbas. C'est son petit-fils Abdelaziz qui deviendra en 1510 le sultan de la Qala. Il s'allia au départ aux Ottomans. Les Aït Abbas prirent le titre d'Amqaran, qui a donné naissance au Muqarrani, on verra plus tard. Cheikh Mohammed al-Muqarrani, qui s'est révolté en 1871 contre la France, est un descendant des Aït Abbas de la plaine de Midjan. L'histoire des Aït Abbas et Aït el-Qadi va souvent se croiser. Ils n'étaient pas forcément les meilleurs amis du monde. L'histoire se répète, que cela soit en haute antiquité ou au Moyen-Âge, les Bédars ne se sont jamais coalisés pour créer un système propre à eux. Aucun chef n'a émergé pour s'imposer comme le roi de tous les Berbères. Je reviendrai sur la fin sur les Aït Abbas. Pour revenir aux Barberousse, en 1514,
Ils prirent Djidjel au Génois. Djidjel vient de, je l'ai expliqué, de Djidjeli, du nom italien. Djidjel est resté quand même 2 siècles sous domination génoise. Les royaumes maghrébins autour n'ont pas du tout bougé pour chasser les Génois. Il n'y avait vraiment aucune conscience nationale. Il n'y avait pas de pays véritablement constitué pour aller chasser les Génois. Enfin, une petite explication sur les Barberousses, parce qu'on se demande d'où vient le mot Barberousse, j'aimerais bien vous l'expliquer. Le mot Barberousse a été inventé par les Latins. Il est la déformation de Baba, père, puis de Harouj, a reçu le mot Baba, un surnom de respect donné par ses hommes, a prononcé en turc Oruç. Harouj c'est Oruç, et qui s'est donné Baba Oruç, déformé en Barberousse, en latin, dans les langues latines. Donc, dans la foulée de la prise de Djidjel, le sultan Hafsid de Tunis confia à Ahmed Etradi la charge de protéger la partie occidentale du royaume, avec le titre de khalifa. Etradi a cherché des alliés dans les tribus des Kabyles et formé une armée pour se battre contre les chrétiens. Il lança une guerre sainte. Ce sont les Kabyles qui ressemblent beaucoup à ceux d'aujourd'hui, qui entraient dans l'histoire en leur qualité de force berbère. Ahmed Etradi était lié d'une profonde amitié à Harouj. Était lié à une profonde amitié à Harouj, donc le corsaire. Les Etradi se sont alliés aux corsaires et mercenaires ottomans, installés à Djidjel. Ensemble, ils se sont battus contre les Espagnols. Mais avant la reconquête de Vgaïet, de Bougie, il s'est passé des choses. Les frères Barberousse prennent Alger en 1516, à la tête d'une solide armée de 5000 Kabyles et 1500 Turcs. Alger était une petite ville. On l'appelle Alger par convention. Son nom arabe est Jazaïr pour désigner un ensemble d'îles, mais la ville ne s'appelait pas encore Alger. Harouj triomphe à Alger. Il devint maître de la ville après avoir fait assassiner, certains disent que c'est lui-même qui l'a tué, après avoir assassiné Salim Toumi, qui avait intrigué avec les Espagnols. Salim Toumi était le roi. Enfin, le roi, c'est un mot majeur, mais c'est lui qui était à la tête des tribus qui vivaient à Alger. Donc, par convention, on dit que c'était le roi d'Alger. Donc, Harouj, certains disent qu'il l'aurait tué de ses propres mains. Salim Toumi serait de la tribu des Talibia. Harouj, avant de partir à la conquête de l'ouest algérien, il a pris soin de délimiter son territoire à l'est avec les Aït el-Qadi. Ça a du sens ce que je dis, on le verra plus tard. Harouj s'enlise à Oran. Il avait du mal à progresser à l'ouest, s'enlise. Une sérieuse opposition de la coalition zianide de Tlemcen et leurs alliés espagnols ont eu la peau, dire, ils ont tué Harouj, qui meurt en 1518, pas loin de Tlemcen. Charles Quint avait participé à cette bataille. Il était dans les forces espagnoles. On verra plus tard Charles Quint aussi. Ahmed Etradi commença à poser les jalons d'un pouvoir kabyle, dont la capitale était Koukou. Koukou était un village kabyle, situé sur le pic qui domine toute la vallée de Messouya et de l'Oued Sibao. L'Oued Sibao qui va de Bourlier, dans la commune de Iloula Oumalou, il se jette à Délice. Ça, je pense que tout le monde le connaît. Messouya est situé entre Aïd Robari, Aïd Ija, Aïd Ziki, Iloula Oumalou, et Moussal, Aïd Yahya et Soma. C'est la partie située en amont de l'Oued Sibao. Il permet ainsi un contrôle de la région qui va d'Iloula Oumalou à l'est jusqu'à Ouagounou à l'ouest. Donc il avait, le choix de Koukou, ce n'était pas innocent. Donc ça leur donnait un contrôle sur les plaines. Alors Ahmed Etradi n'était pas en très bons termes
avec Khaïreddin, parce que bon, on a vu que son frère est mort, donc il n'était pas en 30 termes qui a remplacé Khaïreddin qui a remplacé son frère. Pourquoi cette décision d'Ahmed Haïdar? Il ne faut pas oublier que les Haïdari ont toujours été très proches des Hafsides de Tunis. Il était pour eux impossible de les trahir. Et que le sultan de Tunis avait des inquiétudes aussi sur la montée en puissance des Barbarousses. La peur il risquait d'être annexé par cette puissance montante. Et surtout que Khaïreddin avait prêté allégeance en 1521 au sultan Sélim Ier et après lui le grand sultan Sulayman le Magnifique, qui accepta les hommages de la régence d'Alger. De fait, les Ottomans, les corsaires, à partir de 1521, sont devenus maintenant totalement annexés à la porte Sublime, à Istanbul. La régence d'Alger devient de ce fait une province ottomane. C'était inacceptable pour les Kabyles. On pensait que les Ottomans allaient partir, maintenant qu'ils sont riches, mais non, ils s'installent. Khaïreddin est nommé Bey al-Bey, c'est-à-dire le chef des beys, le grand bey, Bey al-Bey, un grade désignant comme le supérieur de tous les beys de la province. Khaïreddin rentre en conflit avec les Berbères, avec les Kabyles. Le sultan de Tunis, le Hafsid, envoie des renforts aux Haïdari. Il y a eu un grand affrontement entre les troupes kabyles et les troupes de Khaïreddin sur les plaines du Wadi Sel en 1519 à Siphonis. Les Kabyles infligèrent une lourde défaite aux troupes du mercenaire ottoman. Les Kabyles prirent Alger par la suite en 1520. Ahmed Haïdar occupa Alger pendant 6 ou 7 ans, jusqu'en 1527. Ils obligèrent Khaïreddin à se replier sur Djidji et Kolo. C'est là où ils se sont installés. Khaïreddin reprend cependant Alger en 1527 au Koukou avec l'aide de qui? De Abdelaziz Aït-Abbas, qui a aidé. C'était le petit-fils d'Abdelrahman Abdelaziz, c'était le petit-fils d'Abdelrahman Aït-Abbas. Vous voyez, on est encore dans les intérêts. Encore une fois, un sultan kabyle qui s'oppose à un autre sultan kabyle. Malheureusement, cette situation est une constante dans l'histoire des Berbères. Il faut s'interroger pourquoi. La réponse est-elle dans l'ADN des structures sociales des Kabyles? À étudier. Pour revenir à Khaïreddin, il chassa donc les Kabyles dans un premier temps d'Alger. Il eut ensuite une bataille importante entre les Ottomans et les Kabyles à Tizina et Aïcha, à Ménerville, de mon enfance. En 1527, Seyid Ahmed Haïdar est assassiné par un homme des Aït-Abbas. Et voilà. Khaïreddin donc imposa aux Kabyles de Koukou de payer, à la suite de cette défaite, de payer des impôts, une redevance, donc harassée d'impôts. On voit encore une fois les Berbères, n'ont pas forcément soutenu d'autres Berbères. Il n'y a jamais eu une cohérence en raison de l'absence d'une conscience d'un destin commun. C'est une constante. On n'a jamais pris conscience d'un destin commun. Comme quoi la construction politique d'un peuple, ou plutôt la conscience d'appartenir à un même peuple, n'est pas une simple affaire de partage de langue, elle est surtout une conscience politique d'appartenir à un destin commun. Cette conscience politique a été souvent faible, sinon les Berbères ne seraient pas arrivés à cette dissolution historique. Dissolution d'ailleurs qui se poursuit. Non. Aucun homme n'a réussi à unifier toutes les tribus et créer une conscience d'appartenance à une nation berbère, loin de toute vassalité. Massénissa a été surveillé et Juba II, n'en parlons pas. Jurita était le seul qui avait cette conscience d'un destin commun de tous les berbères hors de toute vassalité. On verra que la période des royaumes de Koukou et de Neit Abbas était, à mon sens, la période propice à la naissance d'un État moderne et structuré et d'une langue écrite.
Une langue écrite, oui, kabyle, un caractère arabe, bien sûr, à l'époque. Parce qu'en cette période, le Coran était déjà traduit en kabyle. Mohamed Hakoun qui le cite. Une langue écrite aurait fait son travail dans le processus de conscience d'un peuple et de la consolidation de ses bases et éviter le déliement qu'il subit depuis l'indépendance, qui se poursuit depuis l'indépendance de l'Algérie. Au lieu de ça, les deux royaumes de Koukou et de Nait Abbas ont passé leur temps dans une rivalité basée sur des valeurs villageoises, peu empreintes d'ouverture sur l'autre. La notion d'étranger était forte en Kabylie. Tu es un étranger quand tu viens du village en face. Alors les tribus lointaines, n'en parlons pas. Il y avait deux seigneuries, donc l'une plus urbaine, celle des Nait Abbas, plus orientée vers le sud, c'est-à-dire vers les tribus arabophones, et l'autre montagnarde, plus orientée vers l'ouest, et plus refermée. Revenons à Etel-Kadi. En 1529, les Ottomans bien armés, par la porte sublime, muselèrent les Etel-Kadi et les Abbas par des traités. Ils ont signé des traités. Parce qu'ils étaient complètement muselés. Les deux royaumes berbères devinrent tributaires, c'est-à-dire payer pour maintenir leur royaume. Ils ont dû payer pour maintenir le royaume. Surtout, ne pensez pas un instant à ce que ces deux royaumes kabyles aient eu l'idée de s'unir et de se renforcer ou de renforcer leur armée afin de se battre contre les Ottomans. Les Koukou ne supportaient pas la pression fiscale que la régence d'Alger leur imposait, c'est-à-dire les Haïtradi. Du coup, en 1541, ils s'allièrent à Charles Quint, l'empereur d'Espagne, qui débarqua avec une énorme flotte à Alger. Ils ont joué le coup de Charles Quint. Et ça ne va pas marcher. Et on verra pourquoi. Les stratégies de Charles Quint furent maladroites. Charles Quint, il débarque en novembre à Alger, par une tempête énorme. Ces bateaux furent ballottés par les flots. Alors là, il a perdu tout. Les débuts morts, enfin, c'est une catastrophe. C'était un désastre pour l'armée de Charles Quint, qui a même failli perdre sa vie en Algérie, Charles Quint, pas loin d'El Harrach, à un endroit qui s'appelle Koudit Saboun, pas loin d'El Harrach. Les autorités politiques de l'Algérie aiment tellement l'histoire qu'aucune trace matérielle, ni plaque, ni circuit, ne signale la déroute de Charles Quint à Alger. C'est comme ça, comme tout. Après l'échec de Charles Quint, les Kabyles ont trinqué. Ils vont trinquer. Revanchard, Hassan Pacha, en 1543, puisque laissait le pouvoir, Hassan Pacha allait prendre à la suite la régence d'Alger, après le retrait de Khaldi. Une petite explication sur les régences, parce qu'il faudrait qu'on s'explique un tout petit peu comment était organisé l'Empire ottoman en Algérie. Donc l'histoire de la régence d'Alger s'organise en 4 périodes. On avait la première période, les frères Barbourou sont à l'origine de la régence gouvernée par les Bey el-Bey, les grands beys, de 1516 à 1587, et ils étaient sous l'autorité directe de la Porte Sublime, à Istanbul. La régence est gouvernée par des pachas de 1787 à 1659. C'était des pachas, désignés par le sultan de Constantinople, nommés des pachas. La régence se dégage ensuite de l'autorité de l'Empire ottoman sous l'autorité des Arabes. L'Ara, 1559-1671. L'Ara veut dire maître ou seigneur. La régence est gouvernée par des Dey, vers la fin, de 1671 à 1830, jusqu'à la conquête de l'Algérie par la France. On avait affaire à des Dey. Donc, 4 étapes dans la présence ottomane en Algérie. Pour revenir aux Haïtradi, en 1546, Amar, maintenant on a affaire à Amar Haïtradi. Il arrive au pouvoir. Il arrive en 1546. Il va régner jusqu'au 1618. Il sera assassiné par son frère Mohamed, Sir Amal. Amal va aider la régence entre les Ottomans à prendre Gaïd, Bougie, en 1555. Les Espagnols seront chassés de la ville. Il faut dire que les Espagnols occupaient un petit triangle de la ville. Ce n'est pas une grosse occupation.
C'est des comptoirs comme d'habitude. À la mort de Ammar el-Qadi, sa femme Aïcha, une hafside, se réfugia à Tunis. Elle était enceinte. Elle donne naissance à Ahmed, qui sera surnommé Brentouche. C'est connu, l'homme au chamelot. Et aussi, est connu aussi par Ahmed de Tounsi, Brentouche. Ses grands-parents maternels vont l'aider à reprendre le pouvoir. Il retourna en Kabylie, détrône Mohammed. Ce fut un sultan qui a réussi à protéger quand même plus ou moins le royaume de Koukou des Ottomans. Ahmed de Tounsi meurt en 1696. Une famille des Brentouche existe encore chez les Flausen. Je ne sais pas si vous connaissez, au village de Jmassarich. On m'a raconté qu'il y avait un arbre sur la place du marché de Tizouzou, un peuplier, semble-t-il, qui est connu sous le nom de peuplier de Brentouche. Enfin, c'est une anecdote. À sa mort, la dynastie d'Aïtradi se déchira. Alors là, c'est parti en guerre. Une guerre s'éclata entre les héritiers du trône. Ali, le fils d'Ahmed, lui succéda. Il était fragilisé. Koukou était devenu une proie facile. Les Turcs ne vont pas manquer de l'attaquer. D'ailleurs, les Ottomans vont réussir à installer un borj, c'est-à-dire une citadelle, et une vraie citadelle. Alors, ce borj était le borj de Ouatzebao. Ce borj fut cependant rapidement détruit par les Kabyles. Mais les Ottomans allaient revenir avec beaucoup d'intention. En 1720, Ali Roja, qui était un officier supérieur, s'installa cette fois-ci un borj dans la vallée de l'Oued, de la rivière. Il a progressé donc dans la conquête de la Kabylie. Puis un autre borj dans l'Oued Bourné. Il installe un autre borj, une autre citadelle dans l'Oued Bourné. Il commence à cerner la Kabylie. Les Kabyles d'Ali donc essaient de résister, mais ils furent battus 2 fois, à Dara ibn Khadda et à Boulzaz, au pied de la montagne des Flausen. Ali Roja réalisa quelque chose de particulier en Kabylie. Il a créé le Marzen. C'est important. Il a créé ce qu'on appelle le Marzen, tout simplement l'administration. Et cette administration a été confiée à 2 tribus, les Amrawa et les Gishtola. Je trouve que j'ai des apparentés avec l'une de ces tribus. Les Amrawa, armés par les Turcs, furent la tribu tampon entre la régence et les Kabyles. Et cette tribu kabyle qui assure l'intérêt des Ottomans dans la région. C'est elle qui collectait les impôts. Ali Roja installa sur le plateau de Tazarat une colonie d'esclaves noirs appelée Abid Shimlel, et a borné une autre colonie d'esclaves noirs appelée Abid Ain Zawiya. Ceci a été reporté par l'historien Joseph Gilles Robin. Ils se sont mélangés avec les habitants de la région. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer les Kabyles, issus de ce mélange. À Borny, il y avait un caïd ottoman, qui dépendait du caïd de Sebao, parce que le caïda de Sebao, c'était la plus importante. Le caïda de Sebao avait autorité sur les tribus suivantes: les Khalfoun, Iflisen, Al-Bahar, Aïd Jinnad, Beni Thor, les Aïd Roubari, les Aïd Haïssi, les Beni Douala, les Betron, Aïd Khalifa, une partie des Ma'alqa. Eux, ils faisaient partie de ce qu'on appelle la qaïda de Borj Sebao, qui était dominé donc par ce. Donc le caïd de Sebao, c'était une personnalité à l'époque. Il était entouré de 60 cavaliers, ses armes étaient armées d'Amkhalt, ils étaient tous. C'était seuls les tribus des Iratan et les tribus des hautes montagnes continuaient à nommer leur chef. Ils ne dépendaient pas de la qaïda de Ouatzebao. Donc,
les Ottomans avaient du mal à prendre les hautes montagnes et les Haït-Tiraten. Ils n'avaient pas besoin d'occuper la région, de toute façon ils n'avaient pas besoin. Mais certains Kabyles n'ont pas des armées. C'est toujours ainsi dans l'histoire. Quand certains Kabyles traitent avec la puissance occupante, d'autres résistent. Ça a toujours été comme ça. En 1754, les Haït-Tiraten battirent sévèrement les troupes ottomanes dirigées par Mohamed Ezdbah, les gorgeurs. Ça reste dans l'imaginaire. Moi j'ai discuté, je me souviens de quelques discussions, ce mot revenait, mais je ne comprenais pas. Et finalement, maintenant, je vais essayer de donner une explication à ce mot. Mohamed Ezdbah, c'était le surnom du bey Mohamed Ben Ali. Ce bey Mohamed personnifie aux yeux des Kabyles la domination ottomane sur la basse Kabylie. Mohamed Ezdbah a fondé le Qaïda de Borj Sebaou, toujours, et résidait un jour dans Médéa comme bey de titre, et il est devenu bey. Mais bon, ça c'est juste une petite anecdote. Enfant, il aurait vécu dans la tribu des Matras. C'était un Kabyle. Il y a tout un mythe autour de ce bey. Il était berger, semblerait, et qu'un homme lui aurait prédit un grand avenir. Il connaissait bien les montagnes kabyles. Son plan consistait à occuper les 3 vallées de l'Isser, de Sebaou et de Bourni, et bâtir des forts comme pour assurer la défense assurer à la fois la défense des Ottomans et attaquer les Berbères. Sur la rive droite de l'Isser, il construit le Borj de Menaïel et le Borj de Sebaou, un rocher qui domine la rivière de nouveau. Puis il remonte le Sebaou jusqu'aux pentes des Haït-Frossen. Et une fois là-bas, les Haït-Frossen l'arrêtèrent. Le bey Mohamed se refugia au pied des Haït-Ouvinoun, où il se fortifia sur le point. Il se fortifia et construit un autre fort qu'on appelle le Borj de Tazaraj, ou le port de la petite plaine. Les enfants de Tiraten réussirent à raser ce Borj. C'est toujours eux qui, à travers l'histoire, résistent. On verra quand les Français arrivaient, c'est les enfants des Haït-Tiraten ont résisté aussi beaucoup aux Français. Les enfants des Tiraten réussirent à raser ce Borj. Mohamed Bey n'essaya plus de le rétablir. Ne pouvant plus faire, Mohamed Bey recula et construisait au plus en arrière le fort de Tizi Ouzou. Donc c'est toujours ce Mohamed Bey qui a construit le fort de Tizi Ouzou. L'année 1754 donc, fut celle de la révolte des Kabyles contre le régime ottoman 1754. Dans la continuité de cette révolte, en juillet 1756, les Kabyles attaquent Borj Bourni. Les Kabyles tuent le caïd Ahmed, chassent la garnison ottomane de Bourni. En août de la même année, c'est-à-dire 1754, ils attaquent Borj Bouira, mais ils échouent. Les Ottomans reprennent Borj Bourni de nouveau, c'était ça. Ils le reconstruisent. Ça continue ainsi, les Kabyles attaquent, reprennent les forts et les abandonnent de nouveau, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mal organisés, peu unis. En 1817, les 2 tribus du Marsen, à savoir les Amrawa de Sebaou et les Gshtola de Bourni, les terres des Amrawa font des bergers. Les terres des Amrawa sont des vergers jusqu'à Mekla. C'était les terres des Amrawa. Mais Yahya ben Mustafa, un arabe ottoman, reprit de nouveau les positions prises par les Amrawa et les Gshtola. Parce qu'on a dit que les Amrawa en avaient ras-le-bol avec les Gshtola, ils se sont révoltés. Mais de nouveau, un officier qui s'appelle Yahya ben Mustafa, un ottoman, il a réussi à reprendre ses positions. Il tue leur chef et reconstruit les forts. Les Kabyles sont, depuis cette période-là, les Kabyles sombrèrent dans un affaiblissement total de leurs forces. Ibrahim Ara, qui succède à Yahya Ara en 1828,
n'intervenait plus en Kabylie. Il n'y avait plus rien. Et la situation demeura ainsi jusqu'à la colonisation française. Je veux dire un mot de regret encore une fois. 3 siècles de royaume coucou, mais tellement peu connu par les Algériens. Aujourd'hui, même par les Kabyles, très peu connu. Encore une fois, tout est fait pour effacer de l'histoire, pour effacer l'histoire des Berbères. On n'entend plus parler de l'État, on n'entend plus parler de l'État d'Omer Abdelkader, pour qui nous avons de la sympathie par ailleurs, mais on entend peu parler de l'État de Coucou. Maintenant, je vais brièvement vous narrer, avant de terminer, vous narrer l'évolution des Naïd Abbas, parce qu'on ne l'a pas vu, je l'ai vu que brièvement. Je vous ai dit que Abdelrahman Naïd Abbas était un émir Hafsid de Bjaïa, de Bgaïd. Ensuite, son fils, en 1500, s'appelle Ahmed, le remplaça à ce moment, et c'est lui qui installa ce qu'on appelle la Qala'a, pas loin d'ailleurs, d'Eril Ali. Il sera le premier sultan. Son fils Abdelaziz, donc on en avait parlé, c'est lui qui a plutôt participé à la chute d'Ahmed Khadé. Lui succéda en 1510 comme les Coucous, il était un allié au début des Ottomans. Il participa même avec Harouch à la conquête de l'Ouest. Abdelaziz donc rentra dans une politique d'alliance avec les Espagnols contre les Ottomans, qui devenait de plus en plus menaçant. Toujours l'alliance. Il scella une alliance avec les Coucous en épousant la fille du sultan. Donc, il poussa son influence en prenant le Sahara avec l'aide des Andalous, on a vu. Il meurt en 1559 face aux troupes de Pacha d'Alger. Il est remplacé par son frère Ahmed Naïd Abbas, qui prit le titre d'Amqaran. C'est là où il devient. C'est Ahmed Naïd Amqaran qui prend Amqaran, enfin le grand chef quoi. Ahmed Amqaran a poursuivi la politique d'hostilité à l'égard de la régence d'Alger et parfois d'adhésion. Surtout quand la succession au pouvoir devenait compliquée, les lésés choisissent une autre force en présence. C'est d'ailleurs en cette première moitié du XVIIIe siècle que les Ottomans prirent pied dans la Medjana. C'est cette partie-là du XVIIIe siècle, vers 1750, que la Medjana a été complètement tombée totalement sous l'autorité des Ottomans et donc du Bey de Constantine. Les Amqaran ont poursuivi leur existence jusqu'en 1871. Vous connaissez tous cette histoire. Ils ont quand même eu la force d'imposer aux Turcs ce qu'on appelle une taxe qu'on appelle les wadiyas. C'est-à-dire que quand les Ottomans passaient par leur terre, ils étaient obligés de payer une taxe. Donc on a vu que le dernier des Mokrani sous l'Empire ottoman fut Ben Abdallah Ben Bouzid al-Mokrani. Vous voyez que là, ils se sont arabisés déjà, une bonne partie des Mokrani, parce qu'ils ont subi l'influence du sud et de l'est. Les Mokrani profitent de la situation pour déclencher la guerre contre le Bey de Constantine. Donc en 1838, les Mokrani sont reconnus. Un certain Ahmed al-Mokrani comme khalifa de la Medjana. Allié, on verra comment ils vont s'allier à la France. Après avoir reconnu l'autorité française à Constantine, c'est en 1838. Mais bon, j'anticipe un tout petit peu. Les Mokrani restèrent maîtres de la Medjana jusqu'en 1871, concrétisée par la révolte, cette fois-ci de Mohamed al-Mokrani, qui fut terriblement humilié par l'armée française. La fin des Mokrani se termine avec l'arrestation de Mobzarak, c'est connu, qui fut déporté en Nouvelle-Calédonie. Il trouve à la mort en 1606. Je vais conclure par deux points. Le premier, je trouve que c'est la 4e conférence que je fais sur l'histoire des Berbères. Et nous aurons traversé presque 2 millénaires d'histoire de l'Afrique du Nord. Vu sous l'angle, j'ai essayé de le voir sous l'angle berbère. Parce que jusque-là, tous les documents nous ont été fournis par les puissances, soit à l'époque romaine, soit même à l'époque ottomane. Moi, ma lecture, c'est de mettre les Berbères au centre
de l'histoire. De les mettre au centre de l'histoire. Que nous a-t-elle appris, cette histoire? Premièrement, elle nous a appris que les Berbères ont souvent été dominés par une puissance militaire ou idéologique. Ensuite, ils ont par moments essayé d'exister en tant que royaume ou État indépendant, non vassal, mais ils ont échoué pour plusieurs raisons. À chaque fois, ils étaient confrontés à des puissances qui les en ont empêchés. Certes, il y avait les puissances des occupants, mais nous avons vu aussi que la conscience berbère d'appartenir à un destin politique commun n'a jamais été leur point fort. L'autre constat, et pas des moindres, moi je pense que la raison pour laquelle nous faisons ces conférences, c'est parce que je sens, et tout le monde le sent j'espère, que la berbérité est en danger. Elle peut disparaître. Elle peut vraiment disparaître, c'est biologique. L'érosion historique des Berbères se poursuit inexorablement. Et je ne vois aucune raison pour que cela ne s'arrête si la prise de conscience n'est pas aussi forte. Puis franchement, pourquoi laisser mourir, pour nous, ça c'est entre nous, pourquoi laisser mourir notre langue, notre culture? C'est une richesse, une fixation historique en Afrique du Nord. Puis les gens ne sont pas obligés de vivre selon le même modèle idéologique voulu par certains initiateurs de l'État algérien, totalement imbibé in fine par le modèle français, jacobin. Aucune tête ne doit dépasser, tous pareil. Pourquoi un seul modèle? Pourquoi uniformiser et tuer toutes les particularités? C'est totalement peu intelligent, in fine. Dans ce déficit de conscience d'appartenir à une destinée commune, on l'a constaté déjà avec Jugurtha et son beau-père Bocuse. On l'a constaté aussi avec la volonté de Nubel au XIVe siècle de construire quelque chose qui ressemblait à un État. Mais des querelles fracticides entre Fermis et son frère Gildan. Certes, Rome s'était dressé contre l'apparition d'un État indépendant, mais les Berbères ont fait preuve parfois de beaucoup de perfidie, les uns envers les autres. Tout près de nous, on a vu avec les Naïd Abbas, on participait à l'assassinat d'Ahmed El-Qadi, à la faveur des Ottomans. Autrement dit, la langue parlée qu'ils partageaient n'était pas suffisante pour développer une conscience politique de destinée commune de tous les Berbères. La langue n'était pas insuffisante. Il y avait dans la période qui allait du XVIe au XVIIIe siècle, celle du royaume de Koukou et des Abbas, des éléments propices à la création d'un État pérenne en Kabylie. Une véritable opportunité. Je m'explique. Parce qu'il y avait un territoire dont l'existence était délimitée naturellement, les montagnes. L'existence d'une population résidant sur ce territoire, homogène linguistiquement. Il y avait une forme minimale de gouvernement. En plus, il n'y avait pas de superpuissance à l'époque au Maghreb pour empêcher la réalisation de cette forme de pouvoir. Il n'y avait pas. Le Maghreb n'était pas dominé par une superpuissance. L'Empire ottoman n'avait pas une vision hégémonique sur la société kabyle. C'est la nature des empires, les structures de pouvoir indépendants ont toujours existé dans les empires, les Kurdes, les Druzes. Au Maghreb, il y avait aussi pas de royaume capable en mesure d'assujettir les plus petits, d'empêcher la réalisation de cet État. Encore une fois, on constate que les volontés de construire une destinée commune furent souvent compliquées et vouées à l'échec. En raison de quoi? Est-ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que les structures tribales berbères étaient incompatibles à toute volonté unificatrice? C'est une question qui mérite un approfondissement. À noter cependant que le royaume de Koukou n'était pas un pouvoir qui répondait au sens juridique constitutionnel de l'État moderne. C'était une chefferie représentative. Le vrai pouvoir était également exercé par Tajma pour le village. La seule référence constitutionnelle de ce pouvoir était la tradition, et non un corpus juridique bien établi. Il y avait l'islam, mais dans ce pouvoir, la tradition était plus forte que l'islam dans pas mal de cas. Ceci dit, jusqu'à la chute de Mourani en 1871, il n'y avait pas
en Algérie un pays qui s'appelait l'Algérie, donc pas de peuple. Le nier relève de l'absurde. Il y avait plusieurs sultanats qui fédéraient des tribus. À Tougourde, il y avait un sultan, des tribus à l'ouest qui se géraient par un système d'appartenance à des zawiyas. Donc on était loin d'une Algérie cohérente politiquement. L'État-nation actuel, algérien, est sur ce territoire né avec la colonisation française, on le verra, qui signe la naissance par voie de conséquence du peuple algérien au sens actuel du terme. Et du coup, il fait naître la nationalité algérienne. Dans ce contexte, le pays des Berbères, ou le pays berbère, a été englobé par la colonisation française dans ce territoire. Il a été ainsi posé comme faisant partie de cette nation algérienne. L'Empire ottoman pouvait avoir un certain pouvoir sur le royaume, sur le sultanat de Tougourde qui payait des taxes, mais il n'y avait pas un peuple algérien au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc, à l'indépendance, les Kabyles, devant la volonté d'arabisation massive de l'Algérie, surtout par le biais de l'école, ont réagi avec une plus grande conscience politique d'appartenance à un destin commun à tous les Kabyles d'Algérie. Donc, l'État-nation est passé par là. Et l'État-nation a ramené ce qu'on appelle un destin commun propre à tous les Kabyles. C'est ça la nouveauté. Jusque-là, on l'a vu historiquement qu'elle était compliquée, ce destin commun. Aujourd'hui, on a plus l'impression d'être dans un destin commun. L'État-nation, donc, a donné aux Kabyles les concepts nécessaires pour exister en tant que peuple conscient de leur destin commun. Je dirais que pour la première fois dans l'histoire, les Kabyles manifestent une conscience politique fortement marquée par une volonté et de destinée commune. C'est presque instinctif, parce que la volonté de les voir disparaître était systémique. Finalement, c'est avec l'État-nation, le destin commun s'est façonné avec une plus grande conscience d'appartenir à un peuple et non à un village. Alors, il faut imaginer des projets à longue haleine qui ont des chances d'aboutir. Reconstruire l'imaginaire kabyle en rétablissant les personnages historiques. Il faut faire de ces personnes, il faut célébrer les personnages historiques. Il faut même leur créer des jours de célébration. Il faut les célébrer, il faut inventer le 21, c'est Massinissa qui va être fêté. Le 23 avril, c'est la 15. Il faut leur créer des jours de célébration. Parce que l'État-nation n'existe que par ses morts aussi, par ses héros, par ces personnages-là. Si vous ne les créez pas, ça va être compliqué. Créer des jours de célébration pour Massinissa, pour Sifax, pour Jugurtha, pour Juba, pour Takfarines, pour Ahmed El Qadi, pour Aïd Abbas, pour Krim Belkacem. Il faut créer des jours pour les célébrer. Ça aide à contempler. Donc, il faut évoquer ces hommes du passé à ceux d'aujourd'hui pour leur expliquer ce que les lie à eux et quel sera leur devenir en commun. Massinissa était l'unificateur des Berbères. Jugurtha, la conscience politique. Takfarinas, la révolte contre l'injustice. Furmis, l'incohérence des Berbères. Koseila et Kaïna et Krim Belkacem, les résistants à la colonisation de leur peuple. El Qassim est à base la naissance des pays kabyles. Mais ne faut-il pas s'interroger sur la responsabilité des anciens dans la dissolution historique des Berbères? Quel comportement les Berbères d'aujourd'hui doivent-ils avoir à l'égard des anciens? Il ne faut pas oublier que ce sont les Berbères anciens qui ont fait ce que les Berbères d'aujourd'hui sont. Alors qu'il y avait un monde berbère qui allait de la Libye au Maroc. Vous voyez ce qu'il reste. Ont-ils une responsabilité historique ou est-ce que le cours des choses, les cultures naissent et meurent, comme les gens qui naissent et meurent? Est-ce qu'il faut l'accepter? Comme ceux d'aujourd'hui ont la responsabilité de préserver la disparition. L'histoire berbère est le capital sur lequel il faut asseoir l'avenir des Berbères. Mais ils ne doivent pas reproduire les erreurs des anciens s'ils veulent continuer à exister. Les Berbères sont allés vers leur disparition comme dans une tragédie grecque, c'est-à-dire conscients que les décisions qu'ils prenaient les conduisaient vers l'affaiblissement de leur propre culture et de leur propre langue et dans la disparition lente.
La disparition est une réalité presque naturelle. Il faut pas. Avec l'école algérienne, depuis 1962, l'arabisation a bien changé le visage de la Kabylie. Et le Kabyle a perdu beaucoup de terrain. Les enfants de Kabyles qui ont perdu l'usage de la langue sont de plus en plus nombreux. L'érosion du monde berbère a commencé au 8e siècle et se poursuit inexorablement. Autrement dit, il faut reconnaître le manquement des anciens. Alors, maintenant les Berbères peuvent-ils toujours faire comme les Celtes? Vous savez, en France, les Celtes, qui étaient comme les Berbères de tradition orale. Ils n'avaient pas d'écriture. Ils ont du coup accepté la latinisation. Progressivement, ils ont adopté l'alphabet romain, le latin. Du coup, on dit que la France est un pays latin. Est-ce que les Kabyles, les Berbères veulent suivre cette voie-là, ou est-ce qu'ils veulent garder leur langue et leur culture? Si les Kabyles ne souhaitent pas disparaître, et disparaître dans l'arabité, il faut d'ailleurs récupérer la langue écrite. Elle est récupérée, elle existe. D'ailleurs, elle est disponible. Mouloud Mamri a fait le travail. Maintenant que la langue amazigh est officielle, il faut saisir l'opportunité. Cette langue enseignée, si cette langue devient une langue de production, elle l'est de plus en plus, littéraire, théâtrale, et surtout une langue de fonctionnement administratif, avec le temps, elle devient une force de fixation de la personnalité kabyle. C'est cette langue-là qui a permis la survie de la berbérité. Sa disparition conduira à la disparition des Berbères. La disparition, il faut la situer sur l'échelle du temps, mes amis. Je ne parle pas de demain, mais d'un siècle ou deux, à l'allure de l'arabisation, où elle se fait, et de la mondialisation et la formation de gros blocs géopolitiques. Donc la revivification de l'usage de la langue amazigh écrite va permettre, dans le climat idéologique de l'actuel Maghreb, de déterminer, de l'actuelle Algérie aussi, de déterminer la territorialité de l'espace géographique de la Kabylie, avec beaucoup de précision. Plus tu la développes, plus elle délimite la territorialité de la Kabylie. Donc, ce processus va donner plus d'âme à la berbérité et retirer toute l'équivocité de l'ambiguïté de l'État-nation algérien qui fait peser sur elle. Si les Kabyles arrivent à installer la langue écrite, l'apprendre, l'utiliser dans l'administration, en une génération, l'espace kabyle sera plus précis et plus fort. Le dialogue avec l'État ne sera plus le même. C'est de là que la berbérité et la kabilité au sens moderne du terme sera relancée. Relancée sans aucune animosité avec les autres. Cela va être une cohabitation acceptée et vécue. La construction de la maison ne commence pas par le toit, mais par la fondation. Donc, commémorer les anciens berbères, les anciens Gaulois, en instituant des jours de célébration et développer la langue écrite. Le Coran, apparemment, il a été traduit. Alors, par contre, moi, avant de terminer, je voudrais vous poser une question. Je voudrais vous poser une question. Pourquoi, d'après vous, les Kabyles n'ont pas pu créer un État entre le XVIe et le XIXe siècle? Et je vais clore ma conférence. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci aussi à vous pour votre écoute. On va passer un micro parmi vous pour poser des questions, faire des commentaires. Merci. C'est par rapport à l'occultation, à ce que l'histoire de la Kabylie, enfin de l'Algérie, a été occultée par le pouvoir algérien. Un enseignant à Tizi Ouzou, une fois m'a dit, l'histoire de l'Algérie commence à partir de l'invasion de la France. Pourquoi? Parce que les Français ne sont pas musulmans. Alors ce qui fait que les Algériens ont combattu les Français jusqu'à la victoire finale en 1962. Et tout ce qui concernait, c'est-à-dire l'Empire ottoman, eux étaient musulmans. Donc on ne pouvait pas se permettre de dire que les Algériens, pour l'époque, enfin les Berbères, ont combattu
les Ottomans comme ce qui a été dit. C'est pour ça. Sinon... Oui, vous avez vu quand le frère, l'aîné des Barbarousse, Harouj, est parti à la conquête de l'Ouest algérien, il n'a pas été accueilli les bras ouverts, hein. Il a même perdu sa vie. Hein. Dire, encore une fois, c'est une absurdité, la théorie de dire que les Turcs ont été acceptés facilement. C'est une absurdité. Peut-être que l'islam a peut-être aidé un tout petit peu les choses, mais en soi non. On voit en tout cas en Kabylie, ça n'a pas été du tout de tout repos. Les Kabyles n'ont pas du tout accepté les Ottomans. Au début, ils étaient bien embêtés parce qu'il y avait les Espagnols qui menaçaient, après la Reconquista, les Espagnols commençaient à menacer le nord de l'Afrique du Nord. Et bon, il y avait des chrétiens en face, les Kabyles sont musulmans, donc ils ont accepté de s'allier aux Romains, mais ce n'est pas vrai, c'est une absurdité de croire que les Turcs ont été acceptés, les Ottomans ont été acceptés. C'est ce que je disais, tout à l'heure il y a eu des guerres en permanence, surtout en Kabylie. Une partie de la Kabylie n'était pas sous la domination des Baïs, à la fin, hein. Ni jamais. Les Haïti et la Tane n'ont jamais été sous la domination ottomane. Mais ce que je voulais dire, c'était surtout que c'est le gouvernement algérien qui... oui, bien sûr, on peut te raconter, mais... Sinon, c'était surtout pour dire que les Berbères, parce que c'était surtout des Berbères, n'avaient pas combattu tous les envahisseurs. Déjà, bon, ils ont quand même commencé par les Romains. Il y a eu les Romains, bon, il y a eu X envahisseurs qui sont venus en Algérie, enfin en Afrique du Nord, dans la Berbérie, mais toujours combattus par les Berbères jusqu'aux Français. Oui, bien sûr, c'est évident, mais après tout, l'idéologie du pouvoir algérien depuis 1962 a été effectivement de créer une histoire homogène qui répondait idéologiquement au sens qu'il voulait donner à l'État. Et donc en niant un certain nombre de choses, voilà. Juste deux précisions. Il y a dans l'ouvrage de Heido de Gaïdo, qui était contemporain donc, des Dey, il parlait du sultan d'Alger, de Salim Othmir, donc d'Amazir, juste une précision. On dit que c'était un Amazir de la région des Issars. Voilà, c'est juste une... C'est des Issars, oui. Amazir, c'est quelqu'un qui est venu du Moyen-Orient pour... mais... Voilà, c'est la deuxième précision. Toumi aujourd'hui existe. La deuxième précision, c'est le seul responsable ottoman qui a combattu, qui a résisté à la colonisation française, c'est Ahmed Bey de Constantine, parce que c'est un autochtone, c'est un des petits-fils des Moukhrani. C'est très important de le dire. Le seul. C'est un Cologlé. Oui, c'est le seul qui s'est battu avec la population autochtone. Parce qu'il faisait partie de ce peuple. Voilà. Exact. C'est un Cologlé qui ont accédé à la fin à certains postes du pouvoir. Bonjour, donc moi j'ai une question concernant donc la résistance dans les autres régions de l'actuelle Algérie. Si on avait, je pense qu'on avait aussi du côté Chaoui par exemple. Aussi il y a l'aspect comment les Turcs utilisaient en fait l'islam à l'époque quand ils étaient à Alger. Est-ce qu'il est utilisé pour je sais pas, pour soumettre les populations, ou c'était carrément, il n'y avait pas une place à l'islam? Et de l'autre côté, je veux dire, notamment des Kabyles, comment ils vivaient en fait cet islam,
parce qu'en fait, au final, on se retrouve, si les Kabyles étaient vraiment, ont adopté l'islam, donc on assistait à des luttes entre deux parties qui sont musulmanes. Comment les Kabyles vivaient l'islam, c'est ça? Oui, oui, mais surtout comment ils vivaient le fait de se battre contre d'autres musulmans, en fait. Voilà, les Turcs qui étaient musulmans. Mais après, quand il s'agit entre Kabyles, c'est clair, ça c'est une autre histoire, c'est une histoire de tradition et de rivalité entre tribus. Aussi par rapport à la langue, parce qu'on dit qu'aujourd'hui le Kabyle a reculé énormément. Je ne sais pas si vous avez des informations jusqu'à quel endroit le Kabyle était présent. Oui, mais ce sont des exemples autour de nous. Alors, pour répondre d'une façon cohérente à la question, après je prendrai une question, pour répondre d'une façon cohérente, vous savez qu'à Alger, en 1962, donc sous la colonisation et à l'époque ottomane, il y avait des mosquées qui n'étaient pas fréquentées par les Algériens. Parce qu'il y avait des mosquées malikites, il y avait des mosquées hanbalites. Parce que les Turcs n'étaient pas malikites, ils étaient hanbalites. Donc il y avait une différence dans le rituel et dans la façon juridique de résoudre les problèmes. J'en ai parlé d'ailleurs, j'ai parlé de cette question la dernière fois. Si les Kabyles ont opté pour le rite malikite, c'est parce que c'était le rite qui permettait le plus d'accepter les traditions des peuples ou des gens qui ont adhéré à l'islam. Ce qui fait qu'on a vu que souvent chez les Kabyles, on réglait les problèmes davantage en se référant à la tradition kabyle qu'en allant chercher dans l'islam les solutions aux problèmes. C'est ce qu'on appelle le orf dans la tradition kabyle. Donc en fait, il y avait une grosse dominance, une grosse différence dans le vécu religieux ottoman et dans le vécu religieux berbère musulman. Et je pense qu'il y avait, c'était quand même un point qui, puisqu'ils étaient musulmans, j'ai vu une vidéo de Mouloud Mamri qui disait qu'en fait les Algériens ont accepté les Ottomans parce qu'ils étaient musulmans, parce qu'ils voyaient en eux des musulmans. Donc ça a été moins compliqué pour eux en Algérie que les autres, que plus tard les Français. Mais il y a les Kabyles, ils se battaient entre eux, mon cher ami, ils se sont toujours battus entre eux. Alors pourquoi ils ne se battraient pas contre les Ottomans qui venaient leur prendre leur propre richesse et leur propre terre? Donc voilà, c'est une évidence, on n'a pas besoin de développer davantage la question. Je voulais faire juste un petit éclaircissement. Justement, vous avez dit qu'en quoi la première capitale des Al-Qadr, c'était Aoulir. Coucou. Oui, vous avez dit Aoulir en fait. C'est pas. Aoulir, c'est Réfia. Ouais. Ouais, il n'y a pas de souci. Ouais. Deuxième point, c'est par rapport justement à pourquoi les Kabyles ne connaissent pas la période d'Aguien, la période. Justement, c'est en parlant de l'historien, c'est Aïdo. En fait, la seule référence qui existe actuellement, c'est je sais pas, c'est peut-être le fameux livre L'histoire des rois d'Alger, Oui. d'Aïdo. Et peu de gens, justement, connaissent ce livre. Mais comme c'est comme C'est- tout. Mon cher ami. Justement, c'est que cette période, en fait, il y a peu d'historiens qui Mais ont oui. écrit sur cette période. Parce Oui. qu'il y a peu de références, il n'y a pas grand-chose. Mais comme tout, c'est pour ça que moi. Oui, c'est mince. Ouais. Justement, même Boulifa, il a bien dit, qu'en quoi il n'y a rien, il n'y a pas de référence justement sur cette période. Et par contre, j'ai une petite question sur le. Moi, je voulais savoir sur l'apparition des Éoliens en Kabylie, et justement, ça s'est fait pendant cette période.
pendant cette période, et voilà, j'aimerais bien comprendre. Les Zaouïas, c'était un ancrage de pouvoir. C'est tout. C'est comme ça que je l'interprète, moi. C'était un ancrage de pouvoir. Et fédéré, c'était un certain nombre de tribus se disaient de tels Zaouïas, un certain nombre, et c'était un ancrage de pouvoir. Maintenant, d'un point de vue religieux, moi je ne l'interprète pas, je ne sais pas. Mais pour moi, je l'interprète comme c'était comme. D'ailleurs, partout en Algérie, pas seulement en Kabylie, et les Zaouïas, les tribus étaient gérées par les Zaouïas. Mais quand je dis Zaouïas, en fait, c'est ceux qui ont créé les Zaouïas, les saints, les fameux saints qui sont arrivés en Kabylie, cette période. Et justement, ils ont je sais pas, il y avait un islam nouveau qui s'est installé en Kabylie. À travers ces gens, en fait. Un islam maraboutique. Voilà. Mais basé à la fois entre un mélange de la tradition et l'islam. Justement, quand on voit par exemple Sidi Abdelrahman et Lula, et pareil pour, comment il s'appelle, celui de Freha et tout, ça s'appelle. C'était des saints. C'était des saints, justement. Des saints où les gens allaient demander le pardon, chez qui demandaient justement pour l'agriculture, et c'est là où se faisait aussi. Justement, celui de Freha, il y en a même qui disent en fait c'était lui la cause de la chute des Al-Qadr. En fait, il a contribué à la chute des Al-Qadr. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est l'affaiblissement. Et en plus, c'est cette incapacité. Moi, je ne sais pas. Je peux pas là-dessus, je ne peux pas vous répondre. non plus. Je ne peux pas vous répondre. Moi, tout ce que je peux dire, c'est cette. Et s'il y a quelqu'un qui peut me répondre. Je ne sais pas ce que vous appelez Sidi Mansour. Effectivement, il a eu affaire à Abdul Qadir. Alors, il y a une anecdote que l'on raconte, parce que quand même Abdul Qadir, il n'était pas très porté sur la démocratie, pour utiliser des mots modernes, et donc il n'était pas bien vu des Kabyles eux-mêmes, déjà. Il était assez tyrannique, et il a eu une entrevue avec Sidi Mansour qu'il a fait poireauter avant de le recevoir. Et Sidi Mansour lui-même, qui dans un premier temps était affaibli, ensuite il s'est établi à Timizan, et il a appelé effectivement les Kabyles à ne pas s'incliner devant l'autorité d'Abdul Qadir, et il lui a prédit en gros sa mort. Il aurait jeté un sort, mais il n'y a pas eu de guerre contre Abdul Qadir. Donc quand il a été tué, c'est pas Sidi Mansour qui l'a tué, mais effectivement il y avait une rivalité de ce point de vue-là. Bon, puisque j'ai le micro, je voudrais juste dire deux mots sur les Turcs. C'est vrai qu'il y a une certaine proximité, évidemment, religieuse. D'abord, le fait que de part et d'autre on soit musulmans, ça n'exclut pas les guerres et même les meurtres. Je veux dire, c'est depuis l'origine. Les 4 premiers califes, il y en a un qui est mort de mort naturelle et les autres sont étripés les uns des autres. Donc il n'y a rien de neuf sous le soleil. Maintenant, le dernier, Day Hussein, longtemps on l'a présenté en Algérie comme étant, disons, le chef du dernier État algérien avant la colonisation. Dit l'Algérie était un État qui existait. Je dis pas que c'était fondé. Justement, quand les Français sont arrivés, ce qui surprend quand on regarde l'histoire, c'est la rapidité avec laquelle s'est effondré le pouvoir des Russes. Oui. Puisque les Français ont débarqué le 14 juin 1830 à Sidi-Foroge, et le 5 juillet, c'est-à-dire 3 semaines après, le Dey s'est rendu. Il est rendu et il a bon, on ne va pas raconter l'histoire de l'expédition d'Alger, elle est connue et écrite, beaucoup de bouquins là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Day Hussein s'attendait à un traitement terrible de la part des Français, tout au moins identique à celui qu'il imaginait, qu'il réservait dans son imagination aux Français qu'il pensait vaincre. C'est vrai qu'il ne les a pas attaqués au début en débarquant, il a attendu que toute l'armée débarque, il s'est dit on va les exterminer jusqu'au dernier. Une fois que les types avaient le pied sur la côte, il n'y a pas eu un seul boulet de canon
qui a été tiré pendant la phase que l'armée française redoutait énormément, c'est du débarquement. C'est une fois tous les soldats français débarqués que le Day a déclenché son attaque. Bon, et là, il n'a pas fait le poids. Et donc, quand le général Bourmont, qui commandait l'expédition, donc a vu le Day Hussein, on lui a amené le Day Hussein, le type s'attendait à un sort absolument terrible, et les autorités françaises, en l'occurrence donc le général de Bourmont, lui a dit voilà, vous choisissez un pays où vous voulez partir. Il n'a pas réfléchi un seul instant, il n'est pas retourné en Turquie parce qu'il avait des comptes à rendre. Il ne transmettait pas des sous l'impôt qu'il collectait. Il est parti en Italie. Ouais. Il a négocié donc son trésor, c'est avec le nom de Felouk qu'il allait embarquer avec lui. Et donc les Français l'ont laissé faire, ils n'ont pas laissé quand même prendre tout le trésor d'Alger, ils ont gardé une bonne part pour financer l'expédition, mais quand même ils l'ont laissé emporter quelques sous. Il a été étonné par l'humanité du général de Bourmont. Il dit, puisque c'est ainsi, je vais vous expliquer, je vais vous donner des conseils, comment gouverner ce pays. Et il a dit la chose suivante, qui est rapportée, c'est connu, c'est rapporté par les historiens. Il dit il y a trois peuples dans ce pays. Il y a les Arabes, les Kabyles et les Juifs. Il ne parlait pas des Turcs qu'il considérait lui-même comme pas tout à fait des autochtones. Et les Arabes, il s'agit de beaucoup, mais vous pouvez leur régler le compte assez rapidement, ils vont se calmer. Les Juifs, tout ce qui les intéresse, c'est les affaires. Vous les laissez faire les affaires, sont prêts avec des choses assez vulgaires, je ne dirais pas exactement le mot qu'il a utilisé, mais ce n'était pas très aimable pour les Juifs. Il dit par contre les Kabyles, c'est des tribus nombreuses, ils sont têlieux, ils n'ont jamais l'affaire, donc évitez de les attaquer ouvertement, vous ne gagnerez rien, et vous allez vous épuiser dans des conflits interminables. Par contre, semez la zizanie entre eux. Et moi, c'est ce que j'ai fait, et j'ai pu ainsi gouverner. Cela dit, il a pu gouverner, mais malgré tout, ce que vous avez dit, effectivement, parfois pour que les Turcs traversent le pays kabyle, ils étaient obligés de payer l'impôt, et dans notre tribu, en particulier à Genève, ça dépendait des rapports de force. Par exemple, quand ils voulaient aller passer à la forêt de Tingout pour chercher le bois pour les mâts de bateau, on leur coupait le passage. Le rapport de force était en notre faveur, et sinon, évidemment, nous interdisait l'accès aux plaines. Donc, c'est pas vrai disons qu'on vivait en bonne intelligence. Et en tout état de cause, jamais le Day Hussein s'est senti partie prenante. Je veux dire, il a dégagé aussitôt, et c'est les gens de l'intérieur qui ont défendu même Alger. Oui, donc, ce Day Hussein, aujourd'hui, il a son portrait au musée de Tiflis dans... c'est ça. Oui, non, mais c'est ça, la conscience nouvelle, on veut dire. Il faut absolument arrêter avec ça. Il faudrait arrêter. Il faudrait même que le pouvoir vienne célébrer les personnalités berbères et kabyles. Voilà, les anciens, ils viennent les célébrer. Mais vraiment, j'insiste, comme dirait Ernest Renan, une nation sont construites avec ses morts. Et si on ne célèbre pas nos morts, c'est-à-dire ne célèbre pas ces anciens, et que les associations travaillent pour créer des jours pour chaque héros, pour chaque personne, et de célébrer tel jour, c'est une façon de créer de la cohérence dans le monde berbère. C'est une façon de continuer à exister à travers ces morts-là. Il faut le faire. Il faut le faire. Moi, c'est ce que je pense du moins. Mais en fait, les Turcs, par la suite, beaucoup sont restés après mais la bourgeoisie turque n'est pas partie. Elle a pris juste les places, les meilleures places quand la colonisation française est arrivée. C'est la bourgeoisie qui est restée. Et après, plus tard, cette bourgeoisie est venue en France. Et quand vous verrez, on voit les noms turcs. Quand vous verrez des Kara en France, Alexandre Kara ou machin, c'est des Turcs qui sont arrivés, qui sont venus d'Algérie, qui ont été assimilés par la suite à la France et qui sont devenus français en même titre
que les Crémieux à l'époque, qui sont devenus français, tous ces Turcs. Aujourd'hui, il y a une grande population de Baydemir, machin, et vous avez des grandes familles turques qui sont devenues français par la suite. Enfin, voilà. Mais restons dans le monde kabyle, ça aussi. On a encore 5 minutes ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des questions? Je voudrais poser une question. La dernière? En fait, moi, c'est une question politique. Oui. Donc, je voulais rebondir un peu sur la conclusion que vous avez faite sur la réflexion. C'est ma réflexion. Oui. Voilà, sur la réflexion. Ouais. Est-ce que le combat, justement, pour l'indépendance n'est pas l'ultime combat pour la sauvegarde de la Kabylie? Je peux répondre, mais avec mes convictions. Ouais. Moi, je pense que, comme je l'ai dit encore une fois, si la langue écrite est apprise, développée d'abord, bien développée, écrite, apprise, utilisée comme outil de travail, outil administratif, outil de création littéraire, artistique, elle devient un outil. Avec le temps, elle s'installe dans le pays. Elle va délimiter son territoire par elle-même. Là où elle s'exerce, elle va délimiter son territoire. Donc ça, c'est pour moi un point majeur. C'est par ce biais-là qu'il faut passer, parce que je constate qu'à travers l'histoire, chaque fois, on avait une puissance terrible devant nous, qui empêchait la création d'un État-nation, qui empêchait de mettre en place. Et ça, c'est très compliqué. Il faut d'abord construire les bases, et ça, c'est possible. Ça, c'est possible, parce que surtout depuis maintenant, il y a l'officialisation, même si c'est un peu hypocrite, mais elle est officielle, la langue. Même si c'est un peu un jeu politique, il faut le saisir au vol. Et donc, mais il faut le faire, il faut le travailler. Mais c'est ça la complexité du problème. Qui va, j'ai encore dit, qui va mettre son enfant à étudier des heures de kabyle au lieu de l'anglais? C'est ça la complexité. C'est encore une fois, je pose le problème. C'est terrible, mais il faut faire revivre la langue. Quand elle sera bien forte, elle va elle-même délimiter son espace. Je suis là, cet espace-là est à moi. Donc si on veut construire, c'est ce socle-là qui va. Ensuite, on parlera ça, c'est important. Et pour reconstruire cet imaginaire, dans le cadre des concepts d'État-nation, il faut récupérer les gloires, les héros de la berbérité et les lier aux générations actuelles. Comme ça, on arrive à former un imaginaire, à reconstruire un imaginaire. Voilà, moi c'est ma conception, c'est-à-dire je vais dans le sens contraire de la formation d'un État. Pour moi, ce n'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est de fortifier ce qu'on a en place afin de délimiter l'espace. Et après, progressivement, tu vas rouler vers une sorte d'autonomie naturelle, puisque l'espace est délimité. Tu vas rouler vers une autonomie et sans disons, parce que, imaginez, vous pensez que l'État-nation algérien actuel va dire oui, allez, construisez votre État. Ça va être un combat, ça va être très compliqué. Un combat qui va être, on l'a vu à travers l'histoire, à chaque fois il y avait une puissance qui battait. Alors, faisons autre chose. Faisons autre chose. Soyons différents. Pour bâtir à partir prenons un autre angle. Voilà. Merci. Merci Armand, merci à vous tous.